Vous remercier très chaleureusement de votre accueil et de vous dire que c'est tout à fait naturellement que, en notre qualité de CARIFOREF à La Réunion, Réunion Prospective Compétences est à vos côtés en tant que coopérateur de formation, mais aussi en tant qu'organisation patronale. L'objectif pour nous, effectivement, c'est de vous éclairer au fil de l'eau de différents sujets d'actualité. Et puis, comme on se disait aussi avec Tiffany et Sandrine il y a quelques jours de ça, de travailler aussi sur de nouveaux projets, mais on aura l'occasion de vous les annoncer d'ici quelques jours, des nouveaux projets encore plus aidants pour les organismes de formation, les CFA à La Réunion. Vous dire aussi que ce matin, je serai accompagné donc effectivement de Géraldine Suss, qui est notre responsable juridique, qui aura le plaisir de vous présenter le premier volet de notre webinaire donc, sur la synthèse des recommandations en matière de déconfinement pour les acteurs de la formation. Ces derniers jours, on a eu l'occasion de voir apparaître différents guides édités par le ministère du Travail, renforcés d'un guide pratique coédité par la FFP et le SINOFDES sur l'ensemble du territoire national, qui permet effectivement d'aller encore plus finement sur un certain nombre de mesures à déployer au sein des salles de formation, au sein des zones d'accueil, des centres de formation. En tout cas, ce sont des outils qui sont là pour vous aider à formaliser, je dirais, un petit peu le protocole de déconfinement au sein de vos établissements de formation. Dans un deuxième temps, donc, j'aurai plaisir à animer pendant quelques minutes une synthèse des services offerts par formano.org. Alors, j'ai reconnu dans les petite vignette vidéo, beaucoup de collègues qui connaissent déjà très bien Formanou, mais peut-être vous annoncer aussi quelques évolutions majeures de notre outil base de données qui s'inscrit désormais dans une nouvelle dynamique avec la DGEFP, Région de France et le réseau des CARIFOREF, bien sûr, qui est notre réseau de tutelle. Et vous dire aussi que, donc, effectivement, cet outil est appelé à évoluer d'ici le mois de septembre 2020. Et on aura l'occasion, bien évidemment, Tiffany, si tu en es d'accord, d'animer de nouvelles commissions sur ce sujet de ces nouveaux outils de Formanou vers la fin de l'année 2020. Et puis, je laisserai la parole à Willy Berfroy, qui est notre responsable en charge de l'offre de formation, qui là aussi aura le plaisir de vous présenter à la fois, je dirais, le balayage de tout ce qui se passe aujourd'hui sur le CPF, mais aussi de façon très verticale, très chirurgicale, les différentes articulations, les différentes modalités de mobilisation du CPF, de financement, de référencement de votre offre de formation. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a tout un protocole qui est mis en place par la Caisse des dépôts et consignations qui mérite d'être maîtrisé aujourd'hui par l'ensemble des acteurs. Vous dire aussi que Réunion Prospective Compétences, c'est, comme vous le savez, c'est l'évolution du CARIFOREF, donc avec une présidence assurée par notre ami Patrick Servaux du MEDEF, aux côtés de la CFDT, de Force ouvrière et de la CGTR, donc une gouvernance quadripartite, et qui s'inscrit vraiment dans une dynamique réseau des CARIFOREF aujourd'hui, puisque on pilote aujourd'hui nos activités aussi dans une logique nationale, mais on aura l'occasion d'y revenir au fil des mois qui viendront dans notre agenda 2020. Donc, sans tarder, je vous propose de démarrer notre présentation. Géraldine, si tu en es d'accord, je te laisse la parole sur la partie synthèse des recommandations. Avec plaisir, David. Alors, bonjour à tous. J'ai 30 petites minutes pour vous présenter les recommandations pour le déconfinement des OF et des CFA. C'est une synthèse de plusieurs documents juridiques. Vous pourrez accéder à ces documents sur notre PowerPoint à la fin de la présentation. Donc, voilà, on a fait vraiment une synthèse pour que les choses soient beaucoup plus faciles, beaucoup plus compréhensibles pour vous. Donc, la première, on peut passer directement, David, si tu le veux bien, à la première recommandation de l'État pour le déconfinement des OF et des CFA. Donc, les documents juridiques qui organisent le déconfinement des OF et des CFA, tous mettent en avant les mesures socles du déconfinement, c'est la base de cette politique publique. On va dire les 5 principaux, les 5 principes liés au déconfinement. On le connaît, je pense que tout le monde va reconnaître ces mesures de prévention. Le maintien de la distanciation physique, l'application des gestes barrières, la limitation du brassage des apprenants, donc qui s'applique également aux CFA et aux OF, l'assurance d'un nettoyage et d'une désinfection des locaux et matériels.
On viendra plus précisément, je vais vous donner des cas concrets que proposent les recommandations du gouvernement, et également la communication et l'information et la formation. La première recommandation du gouvernement sur le déconfinement des CFA et des organismes de formation est l'information, la sensibilisation des différents acteurs. Si tu veux bien, David, on passe à la diapo suivante. Ici, il est important de comprendre que informer et sensibiliser tous les acteurs qui sont en lien, qui sont présents dans votre organisme de formation est très important. C'est la première étape parce qu'on a une notion de co-responsabilité. C'est très important en tout cas de l'intégrer. C'est qu'il faut organiser une information avec les enseignants, les formateurs et les équipes administratives. Ici, les recommandations du décret du 11 mai 2020 précisent que cette information peut avoir lieu sous forme de mail ou de visioconférence. Mais le but, en tout cas, c'est d'informer. Lorsque je parle de co-responsabilité, c'est que vous devez informer les formateurs, les équipes administratives, mais également les apprenants. Parce que lorsqu'on lit le décret de 2020, on est vraiment dans une symbiose on est dans une symbiose de communication, c'est-à-dire que tout le monde doit être au courant de ces gestes barrières, de ces mesures de sécurité, et tout le monde doit être responsable également. Donc, informer de façon spécifique les formateurs en tant que garants. Donc, on parle bien de garants du respect des gestes barrières avec leurs stagiaires ou apprentis. Dans un organisme de formation, ce sont les premiers qui sont face aux apprenants. Donc, ils devront être garants de ces gestes barrières, prévoir si nécessaire des personnels d'accueillants garants du respect des gestes barrières. Ici, c'est très simple. Ça rejoint la notion de formation. Tout à l'heure, j'ai parlé de former. Le gouvernement propose aux OF et aux CFA, en tout cas conseille, on va dire plutôt pas propose, mais recommande aux OF et aux CFA d'avoir une personne référente, une personne qui est formée à ces gestes barrières et qui pourrait ainsi appuyer tous ses collègues, les formateurs et l'équipe administrative dans la mise en place de ces recommandations. Veiller au respect du maintien d'un mètre de distance entre les bénéficiaires, notamment dans les internats et les lieux communs. Je peux le comprendre en lisant le décret de 2020 que parfois il est difficile d'avoir un mètre de distance sur les lieux communs tels que les salles de formation, les salles de restauration ou même les internats. Mais on va dire que c'est une des premières mesures qu'il faut essayer d'appliquer. Mais le gouvernement précise que si on ne peut pas appliquer cette recommandation, il faut avoir l'utilisation obligatoire des masques. Donc ça, c'est dans le guide sanitaire. Ce conseil, en tout cas, cette préconisation se trouve dans le guide sanitaire. Voilà, si on ne peut pas appliquer la distanciation, et c'est l'exemple qu'on donne dans la synthèse des recommandations. Exemple, les plateaux techniques. Vous êtes un organisme, vous êtes un CFA ou un organisme de formation qui possède un plateau technique. Ben, c'est difficile d'avoir un mètre de distance quand on a un formateur et un apprenant qui doit travailler sur une machine ou autre chose. Donc, avoir l'utilisation obligatoire des masques et également pouvoir se désinfecter les mains et désinfecter les machines. Donc, on a tous compris que ces gestes barrières doivent pouvoir être complémentaires l'une avec les autres. Impliquer les stagiaires comme responsables, et c'est ce que je vous disais, cette notion de co-responsabilité de leur propre sécurité et celle des autres en prévoyant des réunions d'information et de sensibilisation. Le cas concret que je pourrais vous donner ici par rapport à cette première recommandation sur l'information et la sensibilisation des différents acteurs, ici, on vous propose de faire signer, par exemple, le règlement intérieur ou un avenant aux formateurs pour pouvoir vous sécuriser par rapport à cette obligation législative d'information et de sensibilisation. Du moment où vous avez informé, du moment où vous avez sensibilisé,
il est préférable de garder quand même un document officiel qui permet de prouver que vous l'avez fait, mais aussi qui met en avant la responsabilité des acteurs de votre environnement. Et c'est très important. Donc, le document, la synthèse des recommandations du décret du 11 mai 2020 vous propose de rappeler le règlement intérieur. Pourquoi pas insérer dans ce règlement intérieur une partie sur ces gestes barrières, faire signer à chaque apprenant une version actualisée, donc voilà, ou également faire signer un avenant à vos formateurs pour leur informer qu'ils ont été sensibilisés et qu'ils sont également garants du respect des gestes barrières avec les apprenants. Alors, c'est la première recommandation sur l'information et la sensibilisation. La deuxième recommandation que propose ce décret du 11 mai 2020, c'est l'organisation des enseignements et la priorisation des publics. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ici, l'organisation des enseignements, et on le sait tous, a été bouleversée par l'arrivée du Covid-19 et également, on a mis en avant de nombreuses fois dans l'actualité de l'organisme de formation, de la formation professionnelle et même, je dirais, de l'enseignement en général, on a beaucoup parlé de priorisation des publics. Donc, je vais aborder dans un premier temps l'organisation des enseignements et puis la priorisation des publics. Dans le décret de mai 2020, ici, on précise qu'il faut rouvrir l'accueil dans les structures de manière progressive. Donc, et ça rejoint également le discours de Didier Fauchard en introduction, c'est que vous pouvez prioriser les publics, l'accueil en tout cas, dans votre structure en ayant un mix entre la formation à distance et la formation en présentiel. Donc, deuxième axe de cette organisation de l'enseignement, recourir à la mise en œuvre du FOAD, de FOAD notamment par le biais de Blended Learning et de Tierflow. Redéfinir les plannings de formation en restant dans une concertation avec les financeurs et les employeurs. Ici, le législateur, dans son décret, précise que l'organisation des enseignements touche au cœur de votre métier, au cœur du centre de formation. Et il est important de toujours garder on va dire une harmonisation, une communication avec son financeur ou avec l'employeur. Soit on est dans le cas du contrat d'apprentissage, soit on peut être dans le cas du contrat de professionnalisation. Donc, il est important que pendant toute cette période où vous aurez des spécificités qui seront mises en place avec la présence du Covid-19, de pouvoir ainsi toujours garder contact, toujours communiquer avec ces personnes, les financeurs ou les employeurs. Et on est toujours, et ça rejoint un peu notre première recommandation, toujours dans cette optique d'informer et de pouvoir sensibiliser. Adapter les modalités et conditions d'accès aux examens, contrôle continu, jury à distance, sensibilisation des jurys, recalibrage des dates. Ici, le décret précise que vous avez cette possibilité d'adapter selon vos besoins, selon ce que vous avez identifié, selon ce que vous avez priorisé, les modalités, les conditions d'accès aux examens. Adapter le cadre contractuel du financement. Pour le cas contractuel du financement, on est vraiment dans une situation très spécifique où il y a eu le Covid-19 et vous devez être dans une position de négociation avec les financeurs, expliquer ce que vous avez et le législateur le dit, n'hésitez pas à expliquer aux financeurs et aux employeurs vos difficultés par rapport à tout ce que engendre en fait le Covid-19 et surtout pouvoir trouver une solution pour la mise en place des mesures préventives liées au Covid-19. C'est très, très important. Le législateur parle même d'une prise en charge des surcoûts d'exécution des contrats. Donc, il le précise, il le préconise. Donc, n'hésitez pas en tout cas à pouvoir
poser ces problèmes sur la table tout autour d'une table ronde avec les financeurs pour pouvoir trouver une solution à ce surcoût. Et j'imagine que la totalité des OF et des CFA ont fait part à un surcoût pour l'achat du matériel, du gel hydroalcoolique. Donc voilà, le législateur, en tout cas, le précise dans ce décret de 2020. Il parle également de l'article 6 du Code de la commande publique qui prévoit que lorsque survient un événement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, le co-contractant qui en poursuit l'exécution a droit à une indemnité. Ça dépend du cas, ça dépend de votre cas. C'est un article qui apparaît et vous pouvez y accéder dans les recommandations, la synthèse des recommandations du décret de mai 2020. Mais en tout cas, il le mentionne noir sur blanc. Vous avez cette possibilité d'avoir une indemnité selon le cas, mais toujours dans cette position de négociation. Pour la mise en œuvre des modalités et des conditions d'examen, ici je vais préciser ce qu'on entend par la mise en œuvre des modalités et des conditions d'examen. Les épreuves annulées sont reportées avec un envoi de nouvelles convocations aux épreuves de stagiaires. Le délai d'envoi est réduit à 15 jours au lieu d'1 mois. Les épreuves pourront se dérouler entre le 26 juin et le 4 juillet. La distanciation physique sera effective. En tout cas, c'est ce que prévient le décret, en espérant qu'on n'aura pas un autre décret qui vient bientôt, jusqu'au 31 août. Voilà ce que précise en tout cas ce décret sur l'adaptation des modalités et les conditions d'accès aux examens. On peut passer à la diapo suivante, si tu le veux bien, David. Les financeurs doivent adapter la règle de maintien de la rémunération de stage à la reprise progressive et inégale des sessions. Prioriser la reprise des présentiels pour les publics en fin de cycle pour préparation aux délivrances de certification qui n'ont pu suivre les cours à distance. Ici, on est dans la priorisation du public. Le législateur le mentionne que si vous avez la possibilité de prioriser la formation en présentiel pour les publics qui sont plus fragiles, pour les publics d'apprenants qui ont eu beaucoup de difficultés pendant cette période de confinement, n'hésitez pas en tout cas à utiliser le FOAD, la formation à distance, pour ce type de public et mixer la formation en présentiel et la formation à distance. On peut également mettre en œuvre des alternatives aux journées portes ouvertes. Nous avons une rentrée bientôt au mois de septembre pour l'enseignement, donc ce serait bien de pouvoir mettre en œuvre des alternatives aux journées portes ouvertes sous forme de visioconférence. C'est ce que propose également cette synthèse et organiser des informations collectives à distance. Recommandations sur la communication et la concertation des financeurs. Ici, on est dans la 3e recommandation de cette synthèse. Communication et concertation des financeurs. C'est ce qu'on entend par le fait que le financeur doit pouvoir adapter la règle de maintien de la rémunération. Ce que je peux vous préciser ici, c'est que dans cette organisation des enseignements, il va devoir, ce que vous devez mettre en avant pour l'application des recommandations du gouvernement, c'est de définir la priorisation des publics dans un dialogue de gestion avec les financeurs de la formation. Et ainsi, dans le cadre de l'apprentissage, les décisions de priorisation sont à définir par des organismes et les CFA eux-mêmes, à partir des recommandations qu'on vient de voir ensemble. Donc, ce décret de 2011, on va dire, se concentre davantage sur l'information et la sensibilisation, qui est très important, cette notion de co-responsabilité face aux gestes barrières. Tous les acteurs doivent aller dans un même axe, d'aller dans un même sens, c'est-à-dire sécuriser l'enseignement et surtout pouvoir nous protéger et se protéger. C'est la première axe de formation.
le premier axe de recommandation. Et le deuxième axe de recommandation, c'est vraiment sur l'organisation des enseignements et la priorisation des publics. En tout cas, je vous recommande de lire cette synthèse des recommandations qui donne beaucoup d'exemples. Le législateur, et c'est très rare dans un décret et dans une synthèse, que le législateur n'hésite pas à vous donner des exemples, que ce soit pour l'aménagement de la restauration, pour l'aménagement des salles d'informatique, pour l'aménagement de l'accueil. Il vous donne des exemples et il peut même également vous donner des solutions, vous proposer des solutions selon les différentes situations que vous pouvez rencontrer. Et je vous conseille également de voir la foire aux questions, de lire la foire aux questions, où vous aurez beaucoup de solutions qui, je l'espère, pourront vous aider dans l'application de ces gestes, de ces mesures de sécurité et de prévention par rapport au Covid-19 dans la formation professionnelle. Voilà, j'ai terminé. En tout cas, j'espère que ça a été un peu plus clair pour vous, que en tout cas vous pourrez avancer dans de bonnes conditions et pouvoir continuer malgré ces circonstances exceptionnelles. Merci Géraldine de ta présentation. Merci à vous. Tiffany, est-ce que tu souhaites qu'on traite quelques questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on peut prendre quelques questions suite au protocole de déconfinement. Alors, il y a Marc-Henri Drouin qui nous demande, pouvez-vous préciser ce qu'il convient de faire en matière de désinfection des locaux? Géraldine, tu réponds, je réponds? Tu peux commencer, j'argumente à part. Ouais. Alors effectivement, oui. Non, c'est bon. Pardon. Donc effectivement, sur la désinfection des locaux, aujourd'hui, on a deux niveaux. Ce que préconise le législateur et notamment ce qu'il a, j'ai pu comprendre que les entreprises de nettoyage industriel ont reçu quelques consignes de la part de l'État. Il convient d'abord de traiter les sols avec un nettoyage quasi quotidien au niveau de tout ce qui est eau de javel, etc. et tout. Donc, en gros, de s'assurer que les sols soient bien désinfectés, qu'ensuite les poignées de porte, les sanitaires soient bien désinfectés. Et il est préconisé aussi notamment que toutes les 3 heures, les locaux soient aérés. Donc, ouverture des locaux. Donc, on pourrait imaginer qu'à chaque pause, entre 2 sessions de formation, eh bien que les apprenants, le formateur sorte de la salle et la salle soit totalement aérée. Et puis qu'en fin de journée ou en tout début de journée, la société de nettoyage s'assure de mettre à jour son protocole d'intervention en traitant effectivement les différents objets qui ont pu être traités, poignées de porte, donc comme je disais, rampe d'escalier, ascenseur, et puis surtout les sols, puisque c'est souvent la tendance qui est préconisée par le législateur auprès des entreprises de nettoyage. Alors, je pourrais apporter une précision, c'est que nettoyage des locaux, mais aussi nettoyage du matériel, David. Donc, c'est très important que dès qu'un matériel a été utilisé, on en avait discuté, le législateur donne l'exemple même du clavier informatique, de pouvoir recouvrir le clavier d'un plastique pour pouvoir faciliter le nettoyage. Donc, chaque matériel doit pouvoir être nettoyé après son utilisation. Merci. Alors, on a 2 autres questions. Quelles sont les perspectives en matière d'évolution de ces préconisations? Est-ce qu'il va y avoir des assouplissements? Effectivement, on est tous un peu... Pardon, Géraldine, vas-y, je t'en prie. Oui, là, je pense qu'on attend vraiment le discours du président ce soir pour voir si d'autres décrets ou si d'autres recommandations pourront venir sur les prochains mois. Il y a une autre question. Si notre salle de cours ne permet pas de laisser 1 mètre de distanciation entre chaque stagiaire, soit 2 personnes par table, est-ce qu'on peut faire la formation avec obligation de port du masque? Oui. Oui, alors c'est dans le guide de sanitaire pour les organismes de formation. On le précise que s'il n'y a pas la possibilité, et l'exemple que donne le législateur, c'est pour les salles de formation
exactement cet exemple où on ne peut pas respecter ces 1 mètre de distance. Il faut l'utilisation des masques et du gel hydroalcoolique qui soit à disposition pour les apprenants. Ok, merci. Moi, j'en profite pour peut-être revenir sur une question, mais sur laquelle on avait déjà échangé, sur la responsabilité envers le formateur indépendant, parce qu'il y a beaucoup d'OF en présent ici, mais dans le fonctionnement, qui ont des formateurs indépendants. Donc, l'avenant au contrat de prestation de service, mais du coup, en termes de responsabilité, comment se partage la responsabilité entre l'OF et le formateur indépendant dans le respect des gestes barrières et aussi l'achat de gel hydroalcoolique, de masques et autres matériels. Alors, oui, ici, on est vraiment dans une responsabilité contractuelle. Tiffany, là, tu me parles d'avenant, donc c'est un contrat entre toi et entre toi et le formateur indépendant, et ça met en avant qu'il est garant du respect de ces gestes barrières. Donc, du moment qu'il y a une contractualisation, il y a une co-responsabilité, voire une responsabilité directe du formateur indépendant. Et c'est ce que précise le législateur. Si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à contractualiser pour pouvoir montrer votre bonne foi, montrer que vous avez informé et qu'il devait respecter ces gestes barrières dans un contrat, donc dans un avenant. D'accord, parfait, merci. On va prendre une dernière question. On a une question, il y a une différence entre nettoyage et désinfection. On ne peut que désinfecter ce qui est propre. Cela entraîne un coût très important. Pouvons-nous obtenir une aide financière à long terme de la CGSS? J'ai demandé au pôle prévention de la prise en charge d'un appareil de désinfection qui m'a été refusé. Ouais, c'est vrai que ce sont des équipements qui coûtent très cher, hein, donc ça c'est. Géraldine, tu voulais peut-être préciser? Alors, c'est dans une recommandation sur adapter le cadre financier. Le législateur insiste sur le fait qu'il ne faut pas hésiter à négocier avec les financeurs pour montrer ce surcroît d'exécution des contrats par rapport à l'achat de matériel ou autre chose, ou même mettre en œuvre les différentes recommandations. Après, au niveau de la CGSS, je n'ai vraiment pas de réponse là immédiatement à vous apporter sur une éventuelle existence d'une indemnité. Merci. Merci Géraldine pour ta présentation. David, on va continuer. Oui. Merci. Très bien, avec plaisir. Alors effectivement, je vais vous expliquer très rapidement, mais de façon très précise, les métiers de Formanou, les services offerts par le portail Formanou en l'état actuel, puisque avec nos financeurs que sont l'État, la région et le Fonds social européen qui nous soutiennent fortement, nous sommes en train de travailler depuis plusieurs mois maintenant sur la refonte de ce portail régional que vous connaissez, et qui va évoluer de deux manières. La première, c'est effectivement de manière très foncière. Le portail Formanou va être de plus en plus connecté aux outils nationaux. On verra dans un instant, notamment avec ce que nous présentera Willy dans le cadre du CPF. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on avait tendance à positionner Formanou un peu comme un outil de suivi de la commande publique de formation, avec tout un protocole de saisie des données stagiaires sur l'offre de formation financée par la région et Pôle emploi. Donc, ce sont des sujets qui sont en train d'évoluer sur le courant de cette année 2020. Mais il y a quand même un cœur du réacteur qui perdurera, qui est effectivement cette capacité qu'aura Formanou de vous permettre de saisir une fois vos catalogues de formation et de rediffuser ensuite, concernant les Cariforef, de rediffuser cette information de catalogue vers des bases tierces pour augmenter votre visibilité et votre référencement d'offres de formation. On y reviendra dans un petit moment. Et puis sur le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, on est aussi à votre écoute. On a eu l'occasion d'échanger avec certains d'entre vous. Notre objectif d'ici courant 2020, c'est de pouvoir simplifier l'utilisation de formanou.org. On pourrait imaginer, par exemple, d'importer des catalogues de formation plutôt que d'avoir à saisir formulaire page par page les différentes données concernant les actions de formation.
Au jour d'aujourd'hui, sur le portail régional, comment ça fonctionne? Très simplement, lorsque vous êtes sur une commande publique de type région ou globalement, hein, quand vous souhaitez référencer votre offre de formation, vous avez accès au portail Formanou avec un identifiant et un mot de passe. Et ce sont des données qui vont vous permettre de venir gérer un certain nombre d'éléments. Sur les marchés publics région et Pôle emploi, donc vous avez cette obligation de déclarer l'action de formation dans le portail Formanou. Et de plus en plus, on le voit notamment sur le contexte du FNE formation, que ce soit la DIECT, les acteurs globaux de la formation, on encourage les OF à venir saisir leurs actions de formation dans les portails des Cariforef. Pourquoi? Parce que en fait, tous les soirs, une fois que Willy et Séverine chez nous ont indexé et calibré vos données sur l'offre de formation, eh bien tous les soirs, ces données sont transférées dans un flux qui apparaît ici dans le schéma sur un petit cube gris qui s'appelle Léo, donc ce qui est le langage harmonisé d'échange sur l'offre de formation. Eh bien, vos données sont transférées sur notre base nationale du réseau des Cariforef. Et ensuite, dans les heures qui suivent, vos catalogues de formation sont redispatchés vers des grosses centrales, on va dire, d'information, que sont la Caisse des dépôts et consignations, la base de données des missions locales, la base de données de Pôle emploi, et tout ce qui est base de données autour de l'alternance, donc du portail de l'alternance. Et ce n'est pas fini, puisqu'il y a des partenariats qui sont en train de se dessiner au niveau national aujourd'hui entre le réseau des Carifs et d'autres acteurs, qui permettront effectivement de multi-référencer, d'augmenter ce multi-référencement de votre offre de formation dans le portail Formanou. Concrètement, quand vous saisissez une action de formation dans le portail, eh bien, effectivement, le lendemain, si tout s'est bien passé, le lendemain, le conseiller Pôle emploi, par exemple, a sur son écran ODEF ou WeForm, eh bien, toutes les données concernant votre action de formation, et il va pouvoir prescrire la formation vers le demandeur d'emploi concerné. On l'a vu aussi notamment lors d'un précédent webinaire que j'ai eu le plaisir à animer sur la FOAD avec François Aquin sur le sujet du FNE formation. Aujourd'hui, on a aussi la capacité de référencer vos offres de formation ouvertes et à distance. Et je pense qu'à titre personnel, ce sont des dispositifs qui vont perdurer après la crise sanitaire que nous traversons. La FOAD va probablement connaître un essor important dans les mois et les années à venir. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on a transformé notre catalogue PDF des FOAD en moteur de recherche FOAD sur Formanou. Et on a constaté qu'avec effectivement ce contexte Covid-19, on est arrivé à une indexation d'à peu près 700 sessions de formation que vous êtes en capacité de proposer en formation VT à distance. Et je sais que vous avez la capacité aussi d'augmenter ce nombre, hein, puisque certains d'entre vous sont déjà sur des projets très structurants en matière d'ingénierie et d'innovation pédagogique. Mais vous le voyez, l'idée, c'est bien ça, c'est qu'on va vous permettre de venir, à travers le portail Formanou, de référencer une fois vos catalogues de formation, et ensuite les outils du réseau des Cariforef vont vous permettre de diffuser indirectement, hein, donc de diffuser indirectement vos données de formation vers des portails tiers, vers des outils tiers qu'utilisent nos différents partenaires. Vous dire aussi que par rapport à Formanou, donc on va avoir une évolution importante sur cette fin d'année 2020, puisqu'on va bien évidemment refondre le portail grand public. On va effectivement travailler sur une approche Web 2 voire Web 3.0 du portail, pour donner encore plus, on va dire, de clarté, de visibilité à vos sessions de formation et à vos centres de formation, donc notamment avec des outils de géolocalisation, notamment avec des paniers de recherche pour l'internaute. Mais l'évolution principale, ça va être ce back-office que vous avez l'habitude d'utiliser dans Formanou aujourd'hui, qu'on va effectivement simplifier à l'extrême. L'idée étant vraiment de reposer non plus sur un process de saisie, mais sur un bouquet de services numériques qui vont permettre à l'OF, si par exemple il a déjà un logiciel de gestion de son offre de formation, eh bien de se connecter à Formanou pour charger ses données par exemple tous les soirs,
ou de venir importer son catalogue de formation dès lors qu'il semble nécessaire d'y apporter des mises à jour. Donc là, effectivement, on est sur un calendrier qui nous ramène à fin septembre 2020 pour une ouverture de ces nouveaux outils. Et on aura l'occasion, bien évidemment, de venir vous les présenter. Donc retenez bien cette nécessité aujourd'hui de référencer vos offres de formation, qu'elles soient financées sur de la commande publique ou financées par un OPCO ou tout simplement ce sont des offres de formation potentielles que vous êtes susceptibles de proposer aux entreprises et à d'autres acheteurs possibles, puisqu'on a constaté là aussi, notamment grâce à notre partenariat avec le MEDEF, que de plus en plus de DRH venaient sourcer le marché de la formation sur formano.org. On a constaté une augmentation du trafic, on a constaté effectivement une augmentation du référencement des offres de formation, et c'est une courbe qui ne cesse de croître. Donc c'est quand même un très bon indicateur qui illustre bien l'intérêt des acteurs pour l'outil et surtout cette démarche d'intelligence collective à partager l'information sur l'offre de formation. Juste une petite parenthèse aussi, vous dire que sur Formanou, très bientôt, on aura l'occasion aussi d'ouvrir des mécanismes de référencement Calliope sur les formations. Donc, en clair, dès lors que vous serez certifié Calliope, alors c'est vrai que Calliope, on a un peu d'oxygène sur la démarche puisque le ministère du Travail a reporté la date d'échéance au 1er janvier 2022. Mais on pense que d'ici quelques mois, l'activité Calliope va sérieusement reprendre, après cette crise sanitaire du moins. Et on prépare là aussi nos outils pour pouvoir référencer votre démarche Calliope pour justement, pareil, donc augmenter votre visibilité auprès des acheteurs de formation. Voilà. Et puis vous dire que bien évidemment, toutes les semaines, Formanou va démultiplier vos sessions de formation sur 65 éditions PDF qu'on appelle les e-classeurs de Formanou, qui vont effectivement permettre à tout un chacun, que ce soit une mission locale, que ce soit un acheteur public ou que ce soit un acheteur privé, eh bien, de venir sourcer votre offre de formation sur 65 thématiques possibles, qui peuvent être des thématiques géographiques, des thématiques sectorielles ou des thématiques publiques cibles. Et l'idée étant de dire que voilà, une fois que vous avez déposé votre offre de formation, on s'occupe de son indexation sectorielle par exemple ou de son indexation thématique, et toutes les semaines donc on a ce moteur de génération PDF qui va permettre de sortir un catalogue des formations du BTP par exemple, et là on aura tout le recueil des formations BTP. Donc c'est un peu la mécanique qu'on avait mis en place notamment sur la FOAD, mais qu'on a vite abandonné puisqu'on est arrivé à un catalogue PDF FOAD qui dépassait les 600 pages. Donc vous pourrez comprendre que c'est un petit peu compliqué de manipuler des documents aussi volumineux. Et on a fait le choix donc de migrer vers un portail thématique FOAD sur Formanou qui est accessible maintenant depuis bien 15 jours sur le site. Voilà, donc ce que je voulais vous dire un petit peu sur Formanou et sur l'intérêt de référencer votre offre de formation. Donc outil de facilitation et d'aide à la communication sur votre offre de formation. Tiffany, je te laisse la parole si tu veux bien. Merci. Il y a un commentaire que je vais lire parce que c'est très positif. Donc, c'est Ingrid Violo. Merci Ingrid. Je veux sincèrement saluer le travail de Willy Berfroy et Séverine Elisabeth pour leur disponibilité, leur patience et leur professionnalisme pour avoir eu affaire à eux plusieurs fois. Ils m'ont vraiment facilité la vie. La plateforme n'est pas hyper intuitive. Sans eux, je n'aurais pas réussi à déposer mon offre de formation. Très bonne idée de plateforme FOAD. Donc, on les remercie parce que c'est vrai toutes les équipes sont très, très disponibles au quotidien et très, très réactives. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la plateforme Formanou? Merci Ingrid. Lucie est aussi satisfaite, tout le monde, donc c'est positif, c'est ça. Bon, super. Alors, s'il n'y a pas de questions, parce que Formanou, je pense qu'on connaît bien quand même en termes, les OF connaissent bien la plateforme. Donc, merci pour avoir fait ces mises à jour par rapport à la plateforme. On attend avec impatience septembre. Et Willy, je te laisse la parole pour le CPF. Merci.
Oui. Bonjour à tous, donc Willy Berfroy, en charge de la collecte et du traitement de l'offre de formation régionale. Voilà, donc je prends la suite pour vous présenter en fait le CPF rénové suite à la réforme. Donc, les points qu'on va voir, David, si tu peux avancer. Je pense qu'on peut aller directement. Voilà, donc tu as fait la première partie, voilà. Donc en fait, le diaporama est exactement ce qu'on vous présente lorsqu'on fait des ateliers dans nos locaux. Donc on va partir sur le même principe. Alors dans le déroulé de la présentation du CPF rénové, on refait un point sur la réforme en fait. Rappeler les différents axes de la réforme dans lequel se situe le CPF rénové. On revoit un petit peu plus en détail le dispositif en lui-même, puis dans quelles conditions vous pouvez vous référencer votre offre éligible, et on terminera par les procédures de la CDC, sachant qu'on ne rentrera pas dans les détails puisque ce sont des accès spécifiques organismes. Donc les autres institutions partenaires n'ont pas la main sur cette partie-là. Voilà. Donc, revoyons maintenant dans quel cadre se situe le CPF qui a été rénové. Bon, pour vous rappeler que la réforme de 2018, elle porte sur quatre axes, notamment permettre un axe très important puisque c'est sur laquelle est basée toute la réforme de l'apprentissage. Donc, favoriser l'alternance pour permettre l'accès à l'emploi des jeunes notamment. Garantir, deuxième axe, permettre aux salariés des très petites entreprises et moyennes entreprises d'accéder à des formations dans le cadre des évolutions de compétences, pérenniser leur emploi, sécuriser leur emploi. Le troisième, et là, qui vous concerne plus particulièrement, vous, en tant qu'organisme de formation, prestataire de formation, c'est de proposer une offre de qualité telle qu'elles sont attendues par les demandeurs de formation ou par les financeurs. Et puis le dernier, donc qui concerne le demandeur de formation lui-même, et dans lequel se situe le CPF. Donc c'était l'objectif du législateur de permettre aux demandeurs de formation, que ce soit des salariés, des demandeurs d'emploi ou d'autres personnes, d'autres catégories socio-professionnelles, d'être acteurs de sa professionnalisation et d'être responsable dans son évolution professionnelle par l'acquisition de compétences ou d'actualisation de compétences. Je peux passer au suivant, David? Voilà. Alors, pour reprendre tout le déroulé de la réforme et de sa mise en place, donc quelques points clés pour vous rappeler. Donc, au 1er janvier 2019, comme la réforme, elle est basée aussi sur une nouvelle organisation structurelle. Donc, fait l'apparition d'une nouvelle institution France Compétences qui regroupe un certain nombre d'autres institutions. Donc, pour France Compétences qui est en charge de gérer le système de l'information en France. Donc, pour rappel, elle comprend maintenant le RNCP, les différentes commissions, toutes les missions qui ont été dévolues aux différentes commissions qui ont disparu, notamment le CNEFOP, le COPANEF,
et l'instance qui gérait aussi le répertoire national des certifications, donc le CNCP. Voilà. Au 1er avril, on fait les OPCO ont fait leur apparition, donc qui remplacent les OPCA. Donc là aussi, il y a une simplification des opérateurs collecteurs. Puis, dès le 1er janvier, ce sont les mesures concernant le financement des formations que l'individu peut mettre en œuvre lui-même, donc avec le CPF, donc géré par la CDC. Apparition aussi des associations de transition professionnelle, appelées auparavant le CEPIR, et puis l'évolution du CEP. Au 1er janvier 2021, mais maintenant c'est 2022, puisque avec les mesures sanitaires et dans les conditions actuelles, le gouvernement a préféré de repousser l'application du nouveau décret qualité avec la certification unique. Donc, l'instauration de Calliope prévue, ce sera exigé pour les organismes de formation au 1er janvier 2022. Voilà. Et puis, aussi, par la suite, concernant le circuit de financement et de collecte pour la formation professionnelle, un seul organisme collecteur, l'URSSAF, qui redistribuera les différents financements en fonction des dispositifs aux différents acteurs concernés. La diapo suivante, David. Alors, au vu du changement structurel et organisationnel, on va dire, de la formation professionnelle en France, le marché va se distinguer différemment. Donc, on aura toujours un marché géré par des institutions publiques qui seront toujours financeurs des formations, notamment pour les demandeurs d'emploi, donc où on va retrouver les collectivités et le Pôle emploi et certaines mesures de l'État. Et là, en l'occurrence, je veux dire, le dispositif PAC, qui est dispositif financé par l'État, mais mis en place par les collectivités et le Pôle emploi. Reste libre le financement par les entreprises, qui peut financer dans le cadre d'un plan de développement de compétences les formations pour ses salariés, et l'intervention, bien sûr, des OPCO, qui ont toujours en charge la formation des salariés dans différentes mesures mises en place en collaboration avec les différents partenaires sociaux. Point précis qui nous intéresse là plus particulièrement, donc le CPF. Donc, CPF, quand on va détailler le dispositif, on va distinguer deux parties sur ce marché. Donc, le CPF, droit individuel, que l'individu lui-même va gérer et mobiliser au moment où il le souhaite. Et puis, le CPF de transition qui peut être mis en œuvre, dispositif qui remplace le congé individuel de formation, donc le CIF, là, qui est mis en œuvre par des commissions paritaires interprofessionnelles, appelées associations de transition professionnelle. Voilà. Et tout ce système, bien sûr, est piloté par France Compétences, puisque c'est la nouvelle institution qui est en charge de la régulation du système de la formation professionnelle en France. David, tu peux passer à la suivante.
Alors, concrètement, comment ça va se passer sur les marchés en termes de contractualisation? Donc, pour vous rappeler, tout ce qui est financement sur formation privée fera l'objet d'un contrat classique entre entreprises et l'organisme de formation. Avec les financeurs publics, utiliser fonds publics ou fonds mutualisés, convention de formation. Donc là, rien ne change. Toujours dans les mêmes obligations qui existaient auparavant. Et puis, ce qui fait son apparition, c'est la gestion du CPF par la CDC avec une nouvelle modalité de dématérialisation pour la contractualisation, c'est l'utilisation des CGU que le titulaire du compte CPF accepte et que l'organisme accepte. Voilà, on verra en détail comment ça se passe, cette dématérialisation concernant le financement du CPF. Diapo suivante, David. Alors, pour revenir sur le calendrier, donc sur la mise en place du CPF, donc rénové au 1er janvier 2019. Donc, je rappelle le CPF qui est apparu en 2015 en remplacement du DIF, où le salarié pour cumuler des heures de formation et qui pouvait mobiliser par l'intermédiaire d'un des partenaires concernés, Pôle emploi, Mission locale, OPCA, les OPACIF notamment. Bon, au 1er janvier 2019, c'est le titulaire, via la plateforme qu'a mis en place la CDC, qui va mettre en œuvre sa demande de formation, qui n'est plus comptabilisée en heures, mais en euros, puisque c'est l'apparition de la monétisation des comptes, et on verra précisément comment ça se passe. Voilà. Au mois de septembre de 2019, pour s'adapter à cette évolution sur le CPF, où c'est l'individu qui est au cœur de la gestion de son compte, les organismes ont droit à une plateforme pour publier leur offre, qui va figurer dans le catalogue des formations éligibles. Pareil, on verra en détail par la suite. Au mois d'octobre, j'ai France Compétences qui est en charge le système de régulation, verse les premiers fonds pour pouvoir financer les CPF dans le cadre de la rénovation du dispositif. Et au mois de novembre, il y a eu l'ouverture de l'application mobile sur lequel j'ai l'outil autour duquel tout maintenant est la gestion du CPF se fait par le titulaire. Et pour cette année, ce qui est prévu, donc l'apparition, le titulaire verra sur son compte la nouvelle comptabilisation en euros et aussi l'intégration des abonnements complémentaires lorsque les formations ne peuvent financer avec les montants cumulés qu'a obtenu le bénéficiaire, le titulaire du CPF.
Et sur le point des abonnements, pareil. Alors, sur chaque point-là, on verra en détail les modalités de mise en œuvre. La diapo suivante, David. Alors, pour rappeler le CPF, qui a été instauré en 1er janvier 2015, comme je disais, en remplacement du DIF, ce qu'il faut retenir, c'est que le CPF, dispositif de financement de formation, c'est un compte attaché à la personne, donc, et non pas attaché au contrat de travail ou au statut. Donc, il est universel, individuel et intégralement transférable suivant la situation de la personne. C'est-à-dire qu'on soit salarié, salarié du privé, du public ou demandeur d'emploi, je veux dire, le CPF reste attaché à la personne et la personne peut le mobiliser, je veux dire, à bon escient quand il le souhaite. Donc, la rénovation de 2019 est l'objectif du législateur est de permettre à l'individu de prendre vraiment en main son droit à la formation, donc, mais en même temps à responsabiliser l'individu pour que il utilise son CPF, de permettre aussi le développement des compétences par une co-construction entre l'entreprise et le salarié dans les plans de formation. Et bien sûr, c'est vraiment la grosse nouveauté dans la rénovation du CPF, c'est la désintermédiation et la simplification du dispositif, puisque l'individu mettra en œuvre, fera sa demande de formation par l'application mobile notamment, en tout intermédiaire. La diapo suivante, David. Concrètement, alors, donc je disais, un des points concernant la rémunération du CPF, c'est la transformation des heures en heures. Donc, depuis le 1er janvier 2019, une heure de formation acquise équivaut à 15 €. Et ça va correspondre à un cumul de 500 € par an, avec quand même un plafond de 5 000 €. On atteint au bout de 10 ans normalement. Voilà. Et pour les salariés, cas particulier, pour les salariés peu qualifiés, il y a une majoration à 800 € avec un plafond de 8 000 €. Alors, comment le mécanisme de financement, elle se fait par l'intermédiaire, bien sûr, de l'entreprise lorsqu'elle fournit sa déclaration sociale nominative annuelle à l'URSSAF, qui va redonner les fonds à la Caisse de dépôt et de consignation, qui est le gestionnaire du CPF, donc gestionnaire de la nouvelle plateforme CPF pour l'individu, donc la plateforme application mobile et la plateforme concernant les organismes de formation. Et bien sûr, pour les abonnements qui seront mis en œuvre lorsque les montants acquis par l'individu ne permet pas de financer complètement la formation. La diapo suivante, David.
un exemple concret de la transformation, de la monétisation du CPF. Donc, là, dans cet exemple, pour un salarié qui a accumulé toutes les heures, le maximum d'heures, au 1er janvier 2019, vous pouvez voir que s'il avait des heures de diff non utilisées, plus les heures CPF qu'il a acquis après 2015, au 1er janvier 2019, il aura dans son portefeuille, on va dire, 3 240 € qu'il pourra utiliser comme il le souhaite en utilisant l'application mobile pour sélectionner la formation qu'il souhaite. La diapo suivante. Alors, ce qu'a prévu comme abonnement possible, le CPF, donc, lorsqu'il est nécessaire, peut être cofinancé par l'employeur, bien sûr, le Pôle emploi, la Caisse nationale des arrêts maladie, suivant au titre de C2P ou des arrêts de travail, soit un cofinancement par le Fonds d'assurance de formation pour les non-salariés, par l'OPCO, par l'UNEDIC, par l'Agence nationale de santé, suivant les situations, la GFIP, bien sûr, l'État aussi, les collectivités de manière générale et les chambres consulaires. Et bien sûr, l'individu peut lui-même, je veux dire, sur ses fonds propres, abonder pour compléter le financement de la formation qui souhaite bénéficier. La diapo suivante, David. Alors, les formations qui sont éligibles au CPF. Là, nous sommes dans le cadre général du CPF. Hein. On verra précisément par rapport à votre référencement d'offres de formation par la suite. Donc, le cadre général d'éligibilité, avec la réforme 2019, ce sont tout. Alors, auparavant, on avait des listes éligibles définies par des éditeurs de listes, notamment le COPANEF et le COPAREF, instances qui n'existent plus. Maintenant, il ne reste qu'une liste éligible unique, constituée des formations certifiantes figurant au RNCP. Donc, c'est toutes les formations qui sont certifiées par une certification enregistrée au RNCP ou au répertoire spécifique, qui correspond anciennement à la liste d'inventaire, qui sont éligibles. Par comparaison avant, c'était pas systématiquement toutes les formations du répertoire qui étaient éligibles. Il fallait que ces formations soient sur une des listes définies par des éditeurs. Autres actions qui sont éligibles, et ceux-là sont par défaut. Donc, les actions de bilan de compétences, les actions d'accompagnement à la VAE, le permis de conduire. Donc, il y a le permis B, mais maintenant, ça va évoluer avec les permis de véhicules lourds. Les formations permettant la création ou la reprise d'entreprise. Et bien sûr, CLEA, donc, qui permet d'acquérir les compétences clés.
sur les savoirs de base, notamment, ou sur tout ce qui est lié au numérique. À côté de ces formations, on aura bien sûr les formations financées par qui sont sur fonds publics, donc financées par le Conseil régional, Pôle emploi, la GFIP et les autres collectivités. Donc, voilà de quoi est constituée la liste des formations éligibles au CPF. La diapo suivante, David. Alors, concrètement, comme je vous l'ai dit, tout est dématérialisé et suppression des intermédiaires. Le demandeur de formation, à partir de l'appli mobile, va faire sa recherche. Donc, je veux dire, suivant les situations, il faudra peut-être avoir l'accord de l'employeur, notamment si c'est en temps de travail, s'il veut faire sa formation dans le temps de travail. Mais de manière générale, ça reste un droit individuel et en fonction de son emploi du temps, il suivra sa formation en fonction de son projet. Il demande l'achat de formation, demande de devis, l'organisme de formation fait le nécessaire. Donc, normalement, avec l'enregistrement de votre offre pour les organismes de formation sur la plateforme, les écrans nécessaires sont mis en place des deux côtés pour contractualiser l'achat de formation, puis intervient la CDC pour le paiement directement à l'organisme. Et dans le système qui est mis en place, je rappelle, il n'y a aucun document contractuel de type convention ou de contrat qui est mis en place. Tout se fait par l'intermédiaire de la plateforme avec l'acceptation des CGU. On est vraiment dans un système de type Uber ou Airbnb, où vraiment tout se passe par l'application l'application dédiée via Internet. La diapo suivante, David. Alors, concernant les cas particuliers c'est pas un cas particulier, mais concernant les demandeurs d'emploi, lorsqu'ils veulent bénéficier d'une formation et qu'ils font appel à des financeurs publics, ces financeurs publics peuvent mobiliser le CPF de la personne, et si c'est le cas, avec accord bien sûr de la personne, le CPF, la formation sera financée avec ce qu'il dispose sur son CPF et complémentée par le financement de l'institution auquel il a demandé le financement. Ou dans le cas, bien sûr, des programmes régionaux de formation. Voilà, donc pour rappeler les dispositifs d'aide individuelle aux formations des institutions, pour le Pôle emploi, vous avez l'AIF.
donc qui peut avoir un couplage CPF-AIF. Pour la région, il y a le chèque formation réussite. Et puis, les autres dispositifs qui peuvent être mis en œuvre par la GFIP ou les OPCO, où on peut avoir un couplage financement de ces institutions et CPF. Je rappelle, très important, c'est que la personne doit avoir accepté qu'on utilise son CPF pour cofinancer la formation. Diapo suivante, David. Alors, on passe maintenant à votre référencement sur la plateforme CPF en tant qu'organisme de formation. Les conditions pour pouvoir vous référencer. Donc là, on est sur des conditions réglementaires, donc c'est vos obligations réglementaires. L'organisme de formation, bien sûr, doit avoir un numéro de déclaration d'activité. Numéro de déclaration d'activité actif, c'est-à-dire que vous avez fourni annuellement à la DIEC votre bilan pédagogique et financier. Et normalement, on est en pleine période de collecte du bilan pédagogique et financier. Vous devez être à jour de vos obligations légales, notamment comptables. Et bien sûr, bon, c'est repoussé en 2022, mais il faudra avoir la certification Calliope. Diapo suivante, David. Alors, concernant Calliope, donc un point précis sur la mise en œuvre de la certification unique qualité. Normalement, ce qu'avait prévu la réforme, c'est que jusqu'au 31 décembre 2020, vous devez être référencé dans un catalogue des financeurs, donc région, OPCO, enfin Datadoc pour les OPCO, Pôle emploi, AGFIP. Et au 1er janvier 2021, vous devez justifier de votre certification unique, donc la certification Calliope. Donc, au vu des conditions actuelles, le gouvernement a repoussé au 1er janvier 2022 la nécessité à tout organisme de formation de justifier de sa certification. Alors, je vous rappelle que cette certification s'adresse à tous les prestataires de formation qui proposent, bien sûr, qui ont une offre de formation, donc prestataires de formation, action de formation telle qu'est définie par le législateur, les prestataires de bilan de compétences, les prestataires d'accompagnement et de validation de la VAE, validation des acquis et de l'expérience, et ceux qui proposent maintenant l'apprentissage, puisque depuis le 1er janvier 2019, les organismes de formation privés peuvent proposer l'apprentissage comme les CFA historiques. La diapo suivante, David. Alors, l'offre, on a vu la liste éligible. Donc, par rapport à la liste éligible, qu'est-ce que vous allez pouvoir déclarer sur votre plateforme au niveau de la CDC? Donc, si vous préparez à des titres et à des diplômes enregistrés au RNCP, donc
ce sont des formations qui sont éligibles. Les blocs de compétences par rapport au titre de diplôme enregistré, les certifications enregistrées au répertoire spécifique. Alors, donc, pour faire la distinction, le RANCP enregistre toutes les certifications professionnelles débouchant sur des certifications officielles de type, titre, diplôme, brevet, on retrouve les diplômes, bien sûr, de l'éducation nationale, des différents ministères et notamment aussi ceux de l'université. Au répertoire spécifique, on va retrouver toutes les habilitations concernant les formations, on va dire, de type réglementaire, notamment les formations à la sécurité. On va retrouver aussi, alors de type CACES, SST, habilitation électrique. On va retrouver aussi les habilitations suivant dans des secteurs et dans des métiers très spécifiques. Je vais prendre l'exemple, par exemple, AutoCAD. Si vous délivrez, vous faites des formations AutoCAD et vous délivrez la certification officielle, donc elle peut être éligible si vous êtes habilité. On verra précisément le cas des habilitations par la suite. Ça peut être les certifications Microsoft, par exemple. Voilà, vous avez un certain nombre de formations qui peut être au répertoire spécifique et qui deviennent éligibles. Le cas particulier des CQP, donc les CQP sont éligibles uniquement si elles sont inscrites dans un des répertoires spécifiés juste auparavant, donc RANCP ou répertoire spécifique, et tous les autres ne peuvent être éligibles au CPF. Voilà. La diapo suivante, David. Un point précis sur les blocs de compétences. Pour rappeler un petit peu la définition d'un bloc de compétences. Donc, le bloc de compétences correspond normalement à une partie d'une certification qui permet d'acquérir des compétences par rapport à une activité professionnelle et de permettre à l'individu, par rapport à ses compétences, d'être autonome dans ses fonctions et dans ses tâches. Alors, pour qu'elle soit éligible, le bloc de compétences doit pouvoir être évalué et validé. Alors, quand on est sur une certification inscrite au RANCP et qu'ils sont divisés en blocs de compétences, dans le référentiel de formation, il y a tous les éléments nécessaires pour s'assurer qu'on est bien dans une formation où un bloc de compétences est éligible au CPF. Donc, c'est ce qui enlève toute ambiguïté dans la décomposition de chaque certification en bloc de compétences. Donc, il faut toujours se référencer au référentiel. La diapo suivante, David. Alors, comment ça va se matérialiser, on va dire, la déclaration de votre offre? Donc, elle se passe par la plateforme dénommée EDOF, pour laquelle vous avez eu
normalement votre accès au mois d'octobre de l'année dernière. Quand vous vous connectez à cette plateforme, en acceptant le CGU, ça veut dire que vous allez accepter tout le processus en termes de contractualisation, de financement de formation. Donc, vous avez par rapport à cette acceptation des engagements, tout comme le titulaire du CPF lorsqu'il mobilise son compte pour bénéficier d'une formation financée dans ce cadre. Voilà. Donc, pour l'utilisation de la plateforme, je vous renvoie vers le site directement. Et votre accompagnement à l'utilisation de la plateforme ne peut se faire que par la CDC. Voilà. Nous, on pourra vous donner quelques indications générales, mais plateforme dédiée aux organismes, donc il n'y a que vous qui ayez accès à l'information que vous voyez dans votre espace. Diapo suivante, David. Voilà, donc pour reprendre le schéma qu'on a vu dans le cadre général, donc le titulaire du CPF a suffisamment sur son compte pour pouvoir acheter, pour demander une formation, donc il achète, la contractualisation se fait, c'est la caisse de dépôt qui fait l'intermédiaire et qui vous paiera par la suite. Et lorsque il y a l'utilisation de fonds privés, pour compléter, vous avez toujours à établir, puisque ça se fait en dehors de la plateforme CPF, à établir les contrats de formation pour que le paiement des coûts supplémentaires soit payé, puisque ça reste à la charge de l'individu. La diapo suivante, David. Voilà. Donc là, vous pouvez voir concrètement comment ça se passe. Donc, je ne vais pas vous détailler tout le processus. Donc, comme vous aurez la diapo, vous pourrez avoir en permanence sous la main le processus d'achat de formation sur la plateforme CPF pour l'individu et la contractualisation avec vous en tant qu'organisme. La diapo suivante, David. Voilà. Donc, on revient sur le référencement de votre offre. Donc, comme on l'a vu dans le cadre général, donc pour vous rappeler, vous avez maintenant, c'est une liste unique, universelle des certifications, plus la liste des formations, des plans régionaux de formation. Donc, ce sont les formations financées par les collectivités, l'État, Pôle emploi ou la GFIP. Donc, cette formation, ces formations sont éligibles si ce sont des formations auxquelles vous préparez avec validation correspondant à cette liste, à des certifications correspondant à cette liste universelle. Donc, je vous rappelle, c'est là que c'est éligible. La diapo suivante, David. Voilà. Effectivement, si vous enregistrez donc une formation qui est éligible, il y a quand même des contrôles qui se font. Je vais partir sur les conditions
indispensable. Donc, si votre formation délivre une certification, vous devez être habilité. Je prends l'exemple des titres professionnels du ministère. Vous devez être habilité, agréé par la DIECT pour valider ces certifications. Valider le titre ou les blocs de compétences, les CCP notamment. Si c'est un autre certificateur, vous devez être habilité par ce certificateur pour pouvoir être éligible, pour que votre formation soit éligible et payée par la CDC par la suite. Donc, tout un système de contrôle qui est mis en place avec France Compétences pour pouvoir savoir si vous êtes habilité par le certificateur. Donc, il y a tout un contrôle qui est mis en place. Et dès lors que, si on constate que vous n'êtes pas habilité, votre formation sera retirée de l'éligibilité au financement CPF. Voilà. Donc, vous avez plus de détails. Sur la diapo, vous avez un lien. Vous avez plus de détails sur ces conditions qui permettent de déclarer des formations éligibles. Voilà. Alors, vous pouvez aussi, bien sûr, vous, en tant qu'organisme de formation, si vous avez mis en place une formation dont vous êtes l'auteur et que vous voulez qu'elle soit reconnue éligible, il faudra déposer auprès de France Compétences votre demande d'enregistrement au répertoire spécifique ou au RNCP. Dès lors, vous serez titulaire certificateur de cette formation. Et dès lors qu'une autre personne veut préparer à la certification dont vous êtes l'auteur, elle vous demandera votre habilitation pour pouvoir le faire. La diapo suivante, David. Alors, le cas précis des formations pour la création ou la reprise d'entreprise. Je vous disais qu'elle était éligible par défaut. Pas besoin d'être habilité ou certifié ou être agréé, pardon, pour la mettre en place. Mais pour qu'elle soit éligible, il faut qu'elle corresponde vraiment à des formations de création d'entreprise. Donc, les critères sont donnés dans la diapo. Pour illustrer ces critères, enfin, je vais prendre un exemple qui est un contrario. Donc, les formations et qu'on voit souvent dans les déclarations de l'offre, je prends les formations dans le domaine du tourisme, par exemple, où sont des formations dans le cadre des respects d'hygiène alimentaire pour tout ce qui est restauration, ou encore les permis d'exploitation pour les entreprises de débit de boissons, bars, etc. En soi, j'ai les formations de permis d'exploitation ou d'hygiène, même si elles sont obligatoires pour ouvrir une structure, elles ne sont pas éligibles en tant que formation de création et reprise d'entreprise ou reprise d'entreprise. Une formation de création et de reprise d'entreprise comporte un contenu correspondant vraiment à la gestion d'entreprise, au lancement d'activités, avec tous ces
ces paramètres permettant le lancement et la pérennisation de l'entreprise par la suite. Donc, déjà, on peut avoir une partie comptable, une partie de comptable, gestion de trésorerie, marketing, management. Voilà, tous ces contenus liés vraiment à la création et à la reprise d'entreprise. Diapo suivante, David. Pour vous rappeler, là, une action de formation comporte différents critères. Donc, quand vous déclarez une action de formation, au niveau de la CDC, on vous demandera un certain nombre d'informations qui permet de vérifier que c'est bien une action de formation et qu'elle peut être éligible. Et surtout, on a toutes les modalités de mise en œuvre par rapport à cette action que vous proposez et que vous avez saisi dans votre catalogue au niveau de EDOF. Voilà, je vous laisse lire tout le contenu. David, la diapo suivante. Alors, concernant on revient sur le bloc de compétences et le CPF. Donc, lorsque vous déclarez une offre de formation qui correspond à un bloc de compétences, vous avez un certain nombre de paramètres à tenir compte. Bon, il est rappelé que toutes les certifications officielles sont à terme devront être découpées en blocs de compétences et que elles seront pour toutes ces certifications, les blocs seront définis dans les référentiels de certification. Donc, vous devrez en tenir compte dans vos déclarations. La formation doit bien sûr, le bloc de compétences doit correspondre bien sûr à une certification enregistrée à RNCP. Donc ça va être contrôlé grâce au numéro RNCP qu'on va vous demander quand vous saisissez votre offre. Donc concrètement, si vous préparez un bloc de compétences d'un titre, le titre a un numéro RNCP, donc vous allez, pour le bloc de compétences que vous proposez, vous allez mettre comme référence le numéro RNCP correspondant au titre. Voilà, donc je rappelle que ça sera bien sûr contrôlé que vous pouvez, que vous êtes agréé ou habilité. Pour le titre, du coup, si vous êtes pour le titre, bien sûr, vous pouvez préparer au bloc de compétences. Voilà. Je vous laisse lire les autres contenus. Et un dernier point, quand même, bien sûr, lorsqu'une formation concerne un bloc, le tarif ne peut être le même que pour la certification complète. Diapo suivante, David. Alors, un point sur le système de certification professionnelle. Donc là, je vous
je vous laisse lire. Si vous avez des points, des questions précises sur les certifications professionnelles, je pense qu'on peut vous laisser mon adresse mail et je vous répondrai. Donc, j'ai mis la diapo pour information, mais voilà. Donc là, je dis, c'est lorsque vous demandez, vous, à enregistrer votre certification au RNCP ou au répertoire spécifique, lorsque vous déposez votre demande à France Compétences. Donc, ce sont les modalités qui sont prévues. La diapo suivante, David. Voilà. Donc, lorsque vous faites votre demande au RNCP, notamment pour les certifications professionnelles, donc il y a des critères précis à respecter. Donc, vous voyez tous les critères. Donc là, je vous renvoie vers le site de France Compétences, donc la rubrique certification professionnelle, pour avoir plus précisément plus d'informations sur ces critères. Et pareil, si vous avez des questions, bien sûr, on est à votre disposition. La diapo suivante, David. De même, lorsque vous voulez enregistrer votre formation au répertoire spécifique pour qu'elle soit éligible, dans la même démarche, il y a des critères à respecter. Voilà. Diapo suivante, David. Alors, tout à l'heure, David vous a présenté le schéma des transferts de votre formation vers les partenaires. Donc, plus particulièrement par rapport à la CDC, comment ça va fonctionner. Lorsque vous enregistrez votre offre sur Formanou, nous, derrière, on va faire tous les indexations techniques nécessaires pour qu'elles soient au format Léo. Donc, elle va contenir, en plus de votre description, les indexations sur les nomenclatures officielles, notamment en lien avec la base Certif-Info qui contient toutes les certifications, aussi bien les certifications du RNCP que du répertoire spécifique. Donc, grâce à cette indexation, votre offre de formation, quand elle va arriver à la CDC, ça va permettre de définir l'éligibilité ou pas. Si elle est éligible, votre offre va être retournée vers RPC, donc dans Formanou, avec les codes CPF correspondants. Donc, sur le portail Formanou, sur votre fiche, dans l'espace grand public, vous pouvez voir les codes CPF qui s'affichent dès lors qu'elles sont éligibles. Pour les partenaires institutionnels, Pôle emploi notamment, c'est la même chose. C'est-à-dire quand votre offre déclarée chez nous est éligible au CPF, ils vont voir les codes CPF correspondants.
Et c'est là qu'ils peuvent mettre en œuvre les financements, les cofinancements Pôle emploi, CPF. C'est pareil pour les autres partenaires institutionnels, missions locales, notamment. Alors, là, ça ne, votre déclaration sur Forma-nous par rapport au CPF ne concerne la communication, enfin l'échange qu'avec les partenaires institutionnels. Maintenant, pour le grand public, pour les bénéficiaires du financement CPF, les titulaires de CPF, c'est votre déclaration dans EDOF qui sera visible lorsque un titulaire recherche une formation. Ce n'est pas ce qui est transmis par les CARIFOREF. Donc malheureusement maintenant, je veux dire, avec la réforme et l'application mobile, ben, vous avez une double saisie. C'est pas de notre fait, donc c'est le système mis en œuvre avec le système de désintermédiation et de dématérialisation qui veut que, je veux dire, vous êtes directement le fournisseur d'informations pour le titulaire du CPF. Voilà. La suivante, David. On a atteint la fin de la présentation. Maintenant, je suis disponible à vos questions. Merci Willy. Donc il y avait Ingrid qui a, en fait, tu as répondu à sa question pendant la présentation, et il y a Lucie qui demande pouvons-nous nous faire accompagner pour rendre éligibles nos formations au CPF ou contrat d'apprentissage? Alors, l'accompagnement par qui peut l'accompagner, ou si elle demande si c'est RPC qui peut l'accompagner? Lucie, est-ce que vous pouvez préciser votre question en ouvrant votre micro, s'il vous plaît? Merci. Oui, en fait, ce que je voulais savoir, c'est que c'est très fastidieux. On est un petit centre qui existe depuis 2 ans et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des aides pour nous accompagner pour faire valider des formations pour rendre éligible au CPF? Parce que nous-mêmes, en tant qu'on n'est que 2, on a un peu de mal en fait à pouvoir faire toute cette partie fastidieuse, on va dire très, très administrative. Voilà, c'était plutôt ça. D'accord. Alors, accompagnement, enfin, je parle en tant que RPC. Hein. RPC ne peut pas vous accompagner dans le sens propre du mot accompagnement. On peut vous donner des informations, répondre à vos questions, répondre à vos interrogations, vous donner de l'information générale. Pour vous expliquer les démarches, vous orienter un petit peu dans vos démarches. Mais après, l'accompagnement proprement dit, il n'y a pas vraiment d'institution qui le fait. Vous pouvez avoir des organismes privés comme vous qui proposent ces prestations, et bien sûr elles vont être payantes puisque c'est une prestation, mais sinon je veux dire j'ai pas vraiment de réponse concrète à vous donner, donc c'est en fonction de votre demande, nous on est en mesure de faire un certain nombre de choses, mais après au-delà, je pense que ce sera un prestataire privé qui devra intervenir. On va rester vraiment, nous, à un premier niveau d'information
pour que vous puissiez comprendre et vous permettre de vous lancer dans la démarche. D'accord. Ok, ben, je regarde plutôt un prestataire. Alors. Merci. En fait, merci Lucie, parce que en fait, quand on échange avec d'autres OF, beaucoup ont cette même problématique de pouvoir enregistrer les formations au CPF. Et c'est vrai, quand on va chercher, alors merci Willy pour la présentation parce que ça éclaircit beaucoup de points, mais c'est vrai que déjà, avoir les informations d'un premier niveau sur le CPF, c'est quand même très compliqué d'avoir accès en fait à tous les documents qui ont été, enfin toutes les infographies, tout ça. C'est assez compliqué. Donc, du coup, merci parce que ça a déjà éclairé beaucoup de choses. Et on a une question aussi sur le délai approximatif pour l'enregistrement d'une formation au RNCP par France Compétences. Parce que de mémoire, c'était long. Oui. Alors, avec l'installation de France Compétences et de l'espace certification professionnelle, le législateur et le gouvernement, la volonté était de réduire les délais. J'ai pas en termes de temps, je pourrais pas vous dire, mais il y a une volonté. Alors peut-être que maintenant sur le site France Compétences Certification Professionnelle, ils ont défini des délais, donc je suis pas allé vérifier qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution, comme information qui est donnée, mais il y a cette volonté politique, en tout cas, de réduire les délais, de simplifier la demande d'enregistrement au RNCP ou au répertoire spécifique, c'est sûr, mais aussi de réduire les délais. Mais j'ai pas de délai de réponse exact à vous donner. Je pense qu'il faut se référer au site directement pour voir si l'indication est maintenant donnée. Parce que au lancement du nouveau site France Compétences et de l'espace dédié certification professionnelle, c'était pas encore vraiment défini. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions, même de manière peut-être un peu plus générale par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui? Merci. Je pense que du coup, ça a été très clair pour tout le monde. On a plus de questions. Je reprécise que la présentation va vous être envoyée dans le prochain flash info du MEDEF. Puis après, on reste à votre disposition pour d'autres informations. Si on n'a plus de questions ou plus de commentaires, je pense qu'on peut clôturer. David, Géraldine, Willy? Pour moi, c'est bon s'il n'y a plus d'autres questions. Pour moi aussi. Donc, oui. Oui, compris, vas-y. Je rappelle qu'on reste pour toute information complémentaire ou pour tout éclaircissement, puisque c'était dense comme présentation. Et puis, bon, en vision, c'est peut-être pas forcément évident. Donc, vous avez, je pense que mon adresse mail sera communiquée et je peux apporter les informations complémentaires à toute question, bien sûr. Voilà. Merci à tous. Merci Willy, merci Géraldine, merci Tiffany, merci à tous. Juste effectivement vous dire qu'on reste à votre écoute, hein, donc si vous avez des attentes particulières sur des besoins précis, n'hésitez pas à nous les remonter et on essaiera de vous préparer des supports d'intervention au fil de l'eau. Merci à tous et du coup à très bientôt pour la prochaine commission formation. On n'a pas encore fixé la date, mais on vous en informe dès qu'on a les nouvelles dates.
Merci. Merci. Didier Très belle Fauchard journée. n'est plus connecté, donc on n'aura pas le mot de la fin. Mais merci à tous. Merci, au revoir.